Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour du mariage de ma fille aurait dû être le plus beau jour de ma vie. J'avais passé des semaines à tout organiser, à veiller à chaque détail, les fleurs blanches, le piano à queue au centre de la salle, la robe qu'elle avait toujours rêvé de porter. Je voulais qu'elle ait un mariage digne d'un conte de fées, même si cela signifiait pour moi des nuits sans sommeil et des économies sacrifiées. Mais dès mon arrivée à la réception, quelque chose m'a semblé étrange. Le marié, Ethan, m'a à peine regardé. Son sourire forcé n'atteignait pas ses yeux. À plusieurs reprises, je l'ai vu chuchoter avec ses parents, jetant des regards dans ma direction. Je ne savais pas encore que ce mariage, que j'avais aidé à bâtir, allait se transformer en humiliation publique. Alors que les invités riaient et que ma fille, radieuse, s'apprêtait à entrer dans la salle, Ethan m'a fait signe de le suivre à l'écart. Nous nous sommes retrouvés dans une petite pièce derrière la scène, décorée de miroirs dorés et d'un canapé de velours. Là, son ton a changé. « Madame Davis, dit-il d'une voix sèche, il faut régler le solde du mariage avant que la cérémonie commence. » Je l'ai fixé, croyant à une mauvaise blague. « Quel solde ? 4 millions de pesos. C'est la part qui vous revient. Après tout, vous êtes la mère de la mariée. » Mon cœur a cogné si fort que j'en ai perdu la parole. Autour de nous, la musique résonnait, et on appelait déjà les mariés pour la cérémonie. Mais lui, imperturbable, me tendait une facture, la mine arrogante. « Si vous ne payez pas maintenant, dit-il froidement, on annule tout. » J'ai senti mes mains trembler, non pas de peur, mais de colère. Ma fille, ma seule enfant, allait épouser un homme qui osait me traiter comme une servante, devant Dieu et tout le monde. Ce qu'il ignorait, c'est que j'étais venue préparée. Depuis le début, quelque chose dans son attitude m'avait alerté. J'avais pris mes précautions. Et dans mon sac, se trouvait une enveloppe qui contenait la vérité sur lui, sur sa famille, et sur ce mariage. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai simplement dit. « Très bien, Ethan. Si tu veux parler d'argent, parlons d'argent. » Ce qu'il allait découvrir quelques minutes plus tard, devant toute la salle, allait anéantir son arrogance et faire trembler sa propre famille. Car le mariage de ma fille n'allait pas se terminer comme prévu. Le soleil de midi filtrait à travers les grandes fenêtres du hall. Tout brillait ce jour-là, les lustres, les sourires, les verres de champagne. Mais sous cette apparente perfection, je sentais une tension que personne d'autre ne semblait percevoir. Ma fille, Amelia, était splendide dans sa robe ivoire, un mélange d'élégance et d'innocence. Ses yeux pétillaient d'amour en regardant Ethan, son futur mari. Je les observais, le cœur serré de fierté, sans savoir que le jeune homme qui tenait la main de ma fille préparait l'humiliation la plus cruelle de ma vie. Tout avait commencé quelques semaines avant le mariage. Ethan, issu d'une famille aisée, avait insisté pour que la cérémonie ait lieu dans le plus prestigieux hôtel de la ville, le Grand Belcourt Palace. Sa mère, Margaret, une femme au port hautain et au sourire calculé, m'avait dit d'un ton mielleux. « Ne vous inquiétez pas, Madame Davis, tout sera réglé entre nos familles. Après tout, c'est aussi la vôtre qui célèbre un grand jour. » J'avais accepté, croyant à un partage équitable. J'avais déjà contribué à la robe, aux fleurs, aux photographes, chaque détail comptait pour moi. Mais ce matin-là, alors que les musiciens accordaient leurs instruments et que les invités s'installaient, Ethan m'avait fait signe d'approcher, un dossier à la main. Je l'ai suivi, confuse, jusqu'à une salle adjacente, loin des regards. Il a fermé la porte, a sorti une feuille et me l'a tendue. « C'est la facture finale, dit-il. Vous devez régler votre part avant la cérémonie. » Je me suis senti glacée. « Ma part ? Quelle part ? 4 millions de pesos, précisa-t-il d'un ton sec. Les Davis doivent contribuer autant que les Coleman. C'est une question d'honneur. Mon souffle s'est coupé. Ethan, tu plaisantes ? Tout est déjà payé. Pas tout, répliqua-t-il froidement. Il reste les frais du traiteur, du champagne et des invités supplémentaires que vous avez ajoutés. Je me suis mordu la lèvre pour contenir ma colère. Tu veux que je paie avant le mariage de ma propre fille ? Oui.
Ou bien on reporte. Ces mots ont claqué comme une gifle. Pendant un instant, j'ai cru que mon cœur allait éclater. Derrière lui, dans le couloir, j'entendais les premières notes de la marche nuptiale. Ma fille m'attendait. Je l'ai regardé longuement. Son regard arrogant, sa posture raide, tout en lui respirait le mépris. Ce garçon que j'avais accueilli chez moi, nourri à ma table, me parlait comme à une étrangère. Alors, lentement, j'ai ouvert mon sac et sorti une enveloppe épaisse, scellée depuis plusieurs jours. Je l'ai posée sur la table entre nous. Tu veux de l'argent, Ethan? Tu en auras. Mais avant, tu devrais peut-être lire ce qu'il y a là-dedans. Il a levé un sourcil, intrigué, mais je n'ai rien ajouté. Je me suis contenté de sourire, ce sourire calme que les mères apprennent quand elles savent que la vérité finira par éclater. Puis je suis sortie de la pièce, la tête haute, prête à assister à un mariage, qui allait marquer la fin d'un mensonge soigneusement construit. Le mariage avait commencé dans une atmosphère féerique. La chorale chantait doucement, les invités se levaient, et ma fille avançait dans l'allée, le visage rayonnant d'amour. Personne n'aurait pu imaginer qu'une tempête se préparait derrière ce décor de rêve. Je tentais de me concentrer sur elle, sur ce moment qu'une mère attend toute sa vie. Mais mes pensées revenaient sans cesse à l'enveloppe que j'avais laissée sur la table. Celle qui contenait tout ce que j'avais découvert sur Ethan Coleman. Tout avait commencé 2 mois plus tôt, lorsque j'avais remarqué des incohérences dans les propos d'Ethan. Il prétendait venir d'une famille, d'investisseurs respectés, qu'il gérait déjà plusieurs affaires familiales et qu'il avait hérité d'une part d'entreprise. Pourtant, chaque fois que je posais une question précise, il changeait de sujet. Une nuit, je n'ai pas pu m'endormir. Mon instinct de mère me criait qu'il cachait quelque chose. J'ai fait ce que toute mère protectrice aurait fait, j'ai fouillé. Pas dans la haine, mais dans la peur. Avec l'aide d'une amie journaliste, j'ai cherché des informations. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé. Ethan n'était pas cet entrepreneur prospère qu'il prétendait être. Il avait été renvoyé de son ancienne entreprise pour détournement de fonds. Son père, au lieu de le dénoncer, avait utilisé ses relations pour étouffer l'affaire. Et la fortune des Coleman? Elle n'était plus qu'une façade, leur compte était gelé depuis des mois à cause d'une enquête fiscale en cours. Autrement dit, Ethan n'épousait pas ma fille par amour. Il épousait une sécurité financière. Car Amelia, même si elle ne le disait pas, avait hérité de son père une somme importante après son décès, près de 10 millions. Pendant que la cérémonie se poursuivait, j'observais Ethan. Il jouait parfaitement son rôle, le marié ému, charmant, rassurant. Quand il prononça ses vœux, plusieurs invités essuyèrent une larme. Moi, je restais de marbre. Je savais qu'à cet instant, dans la pièce à l'arrière, Margaret Coleman, sa mère, avait trouvé l'enveloppe. Et qu'elle était en train de la lire. À l'intérieur, j'avais mis des copies de documents judiciaires, des extraits de comptes, et une lettre signée d'un ancien collègue d'Ethan qui confirmait son implication dans l'affaire de fraude. Mais ce n'était pas tout. J'y avais ajouté un second document, un contrat prénuptial que j'avais préparé avec mon avocat, et que ma fille, naïvement, avait signé sans lire, pensant qu'il s'agissait d'un simple document administratif pour le mariage. Ce contrat stipulait que toute tentative d'extorsion, de chantage ou de manipulation financière annulerait automatiquement le mariage et priverait Ethan de toute revendication sur la fortune de ma fille. Oui, j'avais vu venir le piège. Et j'avais choisi d'attendre le bon moment pour frapper. Quand Ethan s'est tourné vers moi, juste après avoir glissé l'alliance au doigt d'Amelia, je lui ai rendu son regard avec un léger sourire. Il croyait encore détenir le pouvoir. Mais d'ici quelques minutes, lorsque sa mère sortirait du salon, livide et tremblante, il comprendrait qu'il venait d'épouser bien plus qu'une femme. Il venait d'épouser la vérité qu'il fuyait. Et cette vérité allait exploser en plein milieu de la réception. Le banquet battait son plein. Les verres tintaient, les rires fusaient, et la salle entière vibrait de musique et d'émotion. Ma fille, radieuse dans sa robe de soie, dansait au bras de son mari sous une pluie de pétales. J'aurais voulu savourer cet instant, mais mon regard restait fixé sur la porte du salon, là où Margaret Coleman, la mère du marié, venait d'apparaître, livide. Elle avançait d'un pas raide, tenant dans ses mains l'enveloppe ouverte. Son visage,
habituellement maquillé d'assurance et de supériorité, était devenu blanc comme le voile de ma fille. Elle s'approcha de son fils, lui glissa quelques mots à l'oreille. Je vis le sourire d'Ethan se figer instantanément. Les musiciens continuèrent à jouer, mais l'atmosphère changea subtilement. Je le vis reculer, le regard fuyant, puis tourner lentement la tête vers moi. Nos yeux se croisèrent. C'est à ce moment-là que je sus qu'il avait compris. Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie annonça la traditionnelle prise de parole des parents. Je me levai, calmement, tandis que les convives applaudissaient. Ethan, lui, restait figé à table, les mains tremblantes. Je pris le micro, mon cœur battant fort, mais ma voix resta claire. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être ici pour célébrer l'amour de ma fille Amelia et de son mari, Ethan Coleman. Un murmure d'approbation parcourut la salle. J'attendis que le silence se fasse complètement avant de continuer. Mais avant de porter un toast, je voudrais dire quelques mots sur la sincérité. Je vis le visage d'Ethan se crisper. Margaret tenta de se lever, mais son mari lui attrapa le bras. Trop tard. Ce mariage, dis-je lentement, n'est pas seulement une union d'amour. C'est aussi une union de vérité. Et la vérité, mes chers amis, mérite d'être dite même quand elle dérange. Je sortis alors une copie du contrat de mon sac. Les flashs des téléphones commencèrent à crépiter. Ethan devint livide. Ce document, signé par les mariés, stipule que toute tentative d'extorsion ou de chantage financier envers ma fille entraînerait l'annulation immédiate du mariage et des poursuites judiciaires. Un murmure choqué parcourut la salle. Et aujourd'hui, avant même que la cérémonie ne commence, Ethan m'a demandé de lui verser 4 millions de pesos pour équilibrer les contributions familiales. Des exclamations fusèrent. Margaret voulut intervenir, mais je levai la main. Hélas, j'avais anticipé cette manœuvre. Et pour prouver que je ne parle pas sans fondement, j'ai confié les preuves de ces fraudes et de ces dettes à mon avocat, qui les a transmises au notaire présent aujourd'hui. Je me tournai vers Ethan, incapable de soutenir mon regard. Tu croyais épouser une fortune, Ethan. Mais en réalité, c'est la justice que tu viens de rencontrer. Un silence lourd tomba. Les invités se regardaient, stupéfaits. Certains reculaient leurs chaises, d'autres murmuraient déjà entre eux. Amelia, bouleversée, fixait son mari. Ses mains tremblaient. « Est-ce vrai, Ethan ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Il tenta de parler, de se justifier, mais aucun son ne sortit. Margaret lui souffla quelque chose, mais il se contenta de baisser la tête, honteux. Je m'approchai de ma fille et posai une main sur son épaule. « Ma chérie, je voulais te protéger, pas t'humilier. Mais parfois, la vérité ne peut plus attendre. » Amelia hocha la tête, les larmes aux yeux, puis se détourna d'Ethan. Ce fut le moment où le mariage s'effondra, non pas sous le poids d'un scandale, mais sous celui de la vérité. Et quand j'ai reposé le micro, la salle tout entière resta muette. Les Coleman quittèrent la réception sans un mot. Ma fille, le cœur brisé mais la tête haute, s'assit près de moi. Je lui murmurai doucement. Ce mariage t'a peut-être blessé, mais il t'a aussi sauvé. Le lendemain du mariage, la ville entière ne parlait plus que de ça. Les journaux, les réseaux sociaux, les émissions du matin, partout circulaient les vidéos de la réception. On m'y voyait debout, micro à la main, révélant la vérité devant des centaines d'invités médusés. Le scandale avait éclaté comme une détonation. Les titres défilaient. Mariage de luxe tourné au cauchemar, la belle-mère expose la fraude du marié. Ethan Coleman, le gendre doré rattrapé par ses mensonges. Une mère courage face à la tromperie familiale. Les images avaient été partagées des milliers de fois. Les gens s'indignaient, commentaient, prenaient parti. Certains m'appelaient héroïne, d'autres disaient que j'avais détruit le mariage de ma fille. Mais ce que peu savaient, c'est que je n'avais fait que dire la vérité. Dès l'aube, mon téléphone ne cessait de sonner. Des journalistes voulaient une interview, des proches cherchaient à comprendre. Même mon avocat, Michael Grant, m'avait prévenu. Les Coleman sont dans la tourmente. Le fisc a rouvert leur dossier, et les investisseurs se retirent les uns après les autres. Je ne ressentais ni joie ni vengeance.
Seulement un mélange de soulagement et de tristesse. Je repensais à Amelia, enfermée dans sa chambre depuis la veille. Quand je suis montée la voir, elle était assise sur le bord du lit, les yeux gonflés, sa robe de mariée encore suspendue près de la fenêtre. Elle m'a regardé sans un mot pendant un long moment, puis elle a murmuré. « Tu savais tout, depuis le début. » Je me suis assise près d'elle. « Oui. Et j'aurais voulu te l'épargner. Mais je devais être sûre. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « J'ai honte. J'ai aimé un homme qui ne m'aimait pas. » Je lui ai pris la main. « Non, Amelia. Ce n'est pas une honte d'avoir aimé. C'est une force. La honte, c'est de mentir à ceux qui t'aiment. » Pendant ce temps, les Coleman tentaient désespérément de sauver leur réputation. Margaret avait publié un communiqué prétendant que tout cela n'était qu'un malentendu, que le mariage avait été saboté par jalousie. Mais les documents que j'avais remis à la presse, preuve d'escroquerie, de dette et d'usurpation d'identité professionnelle, avaient scellé leur sort. Ethan, lui, avait disparu des radars. On disait qu'il avait fui le pays, d'autres qu'il se cachait dans une maison de campagne appartenant à un oncle. Peu importait. Le mal était fait. Un soir, alors que je rangeais les restes des bouquets de mariage, j'ai reçu un appel inattendu. « Madame Davis ? Ici le procureur Ramirez. Nous venons de lancer une enquête officielle contre la famille Coleman. Votre témoignage sera crucial. » J'ai raccroché, le cœur lourd mais ferme. Ce n'était pas la victoire d'une mère. C'était la fin d'un mensonge. Quelques jours plus tard, un journaliste m'a demandé. « Si c'était à refaire, referiez-vous la même chose, même en sachant que vous alliez briser le mariage de votre fille ?» J'ai regardé la caméra et répondu sans hésiter. « Oui. Parce qu'on ne brise pas un mariage en disant la vérité. On le brise en construisant un mensonge. » Et ce soir-là, alors que la ville s'endormait sur les échos de cette histoire, je savais que quelque chose venait de renaître. Pas l'amour d'Ethan, non. Mais la force d'Amelia, la dignité de notre nom, et ma conviction qu'aucune femme ne devrait avoir à payer le prix du silence. 3 mois avaient passé depuis ce mariage qui avait bouleversé nos vies. Le scandale s'était apaisé, mais ses traces restaient partout, dans les conversations feutrées des salons, dans les articles en ligne, et surtout dans le regard d'Amelia, désormais plus lucide, plus forte. La jeune femme douce et naïve que j'avais vue pleurer le soir de la réception n'existait plus. Elle était devenue une femme décidée. Elle avait repris le contrôle de sa vie, et surtout, elle avait décidé de reprendre l'entreprise familiale de son père, celle qu'elle avait laissée de côté par amour. Ce matin-là, elle m'attendait dans le grand bureau vitré du bâtiment Davis & Partners, là où son père avait bâti sa réputation. Elle portait un tailleur blanc, symbole d'un nouveau départ. En la voyant assise à ce bureau qu'elle méritait depuis toujours, j'ai senti une émotion profonde m'envahir. « Maman, dit-elle en me souriant, je veux que tu saches que tu m'as sauvée. Pas seulement d'un mariage. Tu m'as sauvée de moi-même. » Je me suis approchée, les larmes aux yeux. « Je n'ai fait que ce que toute mère ferait, ma chérie. Non, tu as fait plus, répondit-elle. Tu as eu le courage que je n'avais pas. » Elle marqua une pause, puis sortit une enveloppe de son tiroir. « Et maintenant, c'est à mon tour de te surprendre. » À l'intérieur, il y avait des documents légaux, l'acte de copropriété du bâtiment. Elle venait de me céder la moitié de l'entreprise. « C'est toi la fondation de tout ça. Papa n'aurait rien construit sans toi. Moi non plus. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Après des mois de tempête, entendre ces mots de sa bouche était une guérison que je n'espérais plus. Pendant ce temps, la justice avait fini par rendre son verdict. Ethan Coleman avait été arrêté à Miami, accusé de fraude, d'usurpation d'identité et de tentative d'extorsion. Les journaux avaient titré « L'homme du scandale du mariage Davis arrêté par le FBI ». La presse cherchait à obtenir ma réaction. J'ai refusé toute interview. Ce n'était plus mon combat. Je n'avais jamais voulu sa chute, seulement la vérité. Un soir, alors que je sortais du bureau, j'ai croisé un journaliste qui m'attendait près de ma voiture. Il m'a tendu un micro. « Madame Davis, tout le monde parle de vous comme d'un symbole de courage et de dignité. Quel est votre secret ?
Je l'ai regardé un instant, puis j'ai simplement dit. Mon secret? C'est d'avoir compris qu'une femme ne doit jamais s'excuser d'être forte. Je suis montée dans ma voiture, et en regardant la ville illuminée, j'ai repensé à tout ce chemin, l'humiliation, la douleur, la honte, et enfin, la paix. Amelia et moi avions reconstruit ce que le mensonge avait détruit. Le mariage avait échoué, mais notre lien de mère et de fille en était sorti plus solide que jamais. Et quelque part, dans le silence de la nuit, je me suis dit que peut-être, ce mariage n'avait pas été une tragédie, mais une révélation nécessaire.